Bonjour et bienvenue à Moteur, Action, Inclusion, la première série vidéo proposée par Futur et Média, la plateforme éditoriale du Fonds des médias du Canada. Nous poursuivons cette saison 2 à Montréal. Nous avons rencontré des duos créatifs qui veulent transformer l'industrie des écrans d'ici. Nos invités sont à l'avant-garde des pratiques inclusives et du travail en équipe. Ce sont des leaders qui se sont donnés pour mission d'ouvrir la voie à la prochaine génération de conteuses et de conteurs d'histoire à travers le pays. Suivez-moi. Dans cet épisode, je m'entretiens avec le tandem de choc que forment le producteur Eric Idriss Kanago et le réalisateur Henri Pardo. Le duo a notamment travaillé sur Afro-Canada, une aventure créative et communautaire qui a posé les jalons de leur collaboration et confirmé leur volonté de transformer le visage de l'industrie des écrans. Eric et Henri, bonjour. Merci beaucoup d'être là, d'avoir accepté mon invitation. Je suis vraiment très contente de vous voir. Alors ça fait quelques années que vous travaillez ensemble. Vous faites former ce duo de producteurs-réalisateurs avec une relation un peu privilégiée, j'ai l'impression, vous allez m'en parler. Est-ce que vous vous rappelez dans quel contexte vous êtes rencontrés? Ouais, c'est un blind date, en fait. De mon côté, j'ai toujours comme envie de rencontrer de nouvelles personnes, personnellement des frères et des sœurs qui œuvrent dans le milieu. Et puis, c'est quelqu'un, en fait, que j'ai rencontré un peu par hasard, qui travaillait en publicité, qui m'a dit « Ah, tu devrais rencontrer tel gars, il est producteur et tout ça, il est centrafricain, ça vaut la peine de le rencontrer. » Donc, on s'est rencontrés, en fait, à un café. Ouais. Et tout de suite, on est rentré dans le milieu, dans la vraie matière, en fait, sur ce qu'on faisait, puis tout ça. On n'est pas rentré dans... Il y a eu quand même le temps d'observation qui est assez spécifique. Ouais. Quand deux arpos se rencontrent, on se teste un peu pour dire « t'es qui, toi? D'où est-ce que tu viens ?» Et voilà, donc mais ça n'a pas duré très longtemps. En fait, on s'est observé. Et puis très vite, à la fin de la soirée, on était en train de se parler de nos projets, de s'échanger nos histoires. Et puis bien sûr, à ce moment-là, on a déjà changé le monde. Donc forcément, oui, on avait déjà ça en commun, oui. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de travailler avec Henri? Moi, tout de suite, c'était une forme de sincérité qu'il avait. C'était quelqu'un qui n'hésitait pas à mettre ses tripes sur la table, tout de suite. Et pour moi, c'est fondamental pour un réalisateur. Les réalisateurs nous demandent beaucoup, mais on demande aussi beaucoup à des réalisateurs, c'est à un moment donné, avoir l'honnêteté de pouvoir se mettre à nu, littéralement devant des gens. Et très vite, lors de cette soirée qui s'est un peu éternisée, on a commencé à parler de choses personnelles, en fait. Et c'était assez fort. Donc, on s'est dit, OK, ce serait intéressant qu'on travaille ensemble. On ne savait pas comment, ni de quelle manière, mais on savait qu'on aurait quelque chose à construire ensemble pour le futur. Voilà, et voilà. Et alors, Henri, qu'est-ce qu'Eric apporte dans le paysage audiovisuel québécois? Qu'est-ce qui t'a inspiré? Qu'est-ce qui t'a donné? Qu'est-ce qui t'a mis en confiance, en fait? Ouais, c'est dur à répondre à ces questions-là parce qu'il apporte énormément beaucoup, tu sais, au milieu et puis tout ça. Mais je dirais que c'est l'écoute, c'est l'écoute et la foi, en quelque sorte. Comme auteur, on se promène avec, comme il a dit, nos tripes. On cherche une table où les déposer. On le fait souvent, et puis à chaque fois, ça fait mal, en quelque sorte, parce qu'on s'expose. On prend cette chance-là de vouloir changer le monde et puis tout. Et puis moi, j'ai déposé mes trucs devant lui et ça a été le premier et sûrement le seul qui a lu un de mes textes, puis il m'a dit... et il y en a beaucoup qui promettent des choses, hein, ça c'est clair. Mais lui, c'était sérieux et je l'ai senti. Il a lu mes 2 pages d'un certain scénario qui s'appelle Canaval. Et puis il m'a dit, ça sera mon premier film canadien que je vais produire ici. Donc, quelqu'un qui dit ça, tu fais cool, ça dure 24 heures, 48 heures, on est content parce qu'on a été entendu, on a été vu. C'est surtout ça, on a besoin de ça pour poursuivre. Donc, ça donne envie d'écrire 2 autres pages ou 3 autres pages et l'intérêt demeure. Après ça, on commence à cultiver des projets, des idées, on essaye certains trucs, des choses comme ça, mais non, c'est son écoute. Et Canava, donc on va revenir là-dessus parce que c'est une vision qui s'est réalisée, on est super content. Mais avant ça, il y a eu Afro-Canada.
Donc c'est le premier gros projet d'envergure, vous avez travaillé ensemble. Donc 400 ans de l'histoire afro-canadienne racontée en 4 épisodes. On en a beaucoup parlé chez Futura Media et ailleurs. Qu'est-ce que vous avez appris l'un de l'autre pendant tout ce processus-là qui a mené à la réalisation d'Afro-Canada? Bah, en fait, là, justement, pour le coup, c'est Henri qui est venu me chercher sur Afro-Canada. C'est-à-dire que Henri a aussi une boîte de production sur laquelle il travaille avec des projets et on avait déjà discuté effectivement des choses qu'on voulait faire, notamment par rapport à la représentation des personnes afro dans le paysage audiovisuel québécois. Et lui, en fait, en partant, parce on est aussi membre fondateur d'un groupe qui s'appelle Black on Black Film, donc qui milite justement pour plus de représentativité des afrodescendants devant et derrière la caméra. Et la professionnalisation aussi. Et donc, dans ce cadre-là, on avait eu des discussions avec Radio-Canada, discussions que Henri avait initiées, puisqu'il avait eu accès avec une série qu'il avait déjà faite pour MaTV qui s'appelait Afro Prospérité, qu'il a fait pour MaTV, et ensuite que Radio-Canada a pu prendre une partie de cette programmation sous un autre format, en fait, qu'il a pu livrer. Et donc, il avait... On va dire qu'il avait mis le pied dans la porte de Radio-Canada. Et ce qu'il a su bien faire, en fait, ce qui était extraordinaire, c'est qu'il a mis le pied dans la porte, mais il n'a pas laissé la porte se refermer derrière lui. Il a maintenu la porte grand ouverte en disant « Venez les gars, il y a quelque chose qui se passe ici et puis il faut qu'on rentre en nombre ». Et c'est ce qu'on a fait. On est arrivé à investir le lieu comme ça pour pouvoir effectivement amener nos projets. Et il est venu en me disant « Écoute, voilà ce qui se passe, il y a ce projet-là. Il faut qu'on puisse réfléchir et surtout, en fait, il faut qu'on puisse budgétiser ça assez rapidement pour juste une aide au développement. On était aux prémices et tout. Et je me rappelle que ce jour-là, on a passé 48 heures, un week-end à travailler sur ça et comment le designer par rapport à ce que... Bon, après, c'était 48 heures qui résultaient de pas mal de réflexions qu'on avait eues avant. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que Afro-Canada était, je pense, est arrivé au moment où, c'est pas qu'on était prêts, mais ça faisait déjà quelques années qu'on travaillait ensemble, qu'on discutait ensemble. Puis on avait tous les deux le même principe. C'est premièrement, oui, on s'est rencontrés, on a vu que ça marchait, puis ensuite rencontré les autres. Donc, il y a eu cette initiative de fonder Black on Black Film. Et puis, ça a pris un certain temps aussi à savoir ce qu'on voulait faire. Donc, juste de discuter cinéma, de valeurs, comment ça se fait ailleurs, comment ça pourrait se faire ici, comment ça se fait ici, etc. On l'a vraiment décortiqué de tout bord, tout côté, et ça nous permet de voir ce qu'on a besoin pour se réaliser, se produire. Donc, oui, différents programmes de formation et puis tout ça, que ce soit avec Black on Black ou chez Black Wealth Media, pendant que lui prépare sa boîte. Donc, tout ça, à un moment donné, foisonne et puis on sème des graines. Et puis, à un moment donné, Afro-Canada arrive à un moment important parce que c'est ce qui se passait aussi à Montréal. On était assez les mains dans la pâte par rapport à ce qui se faisait, le discours des colonialistes qui se préparaient aussi par rapport aux atrocités faites aux Noirs pendant 500 ans et puis tout. Puis commencer à avoir notre opinion, puis aussi voir comment se raconter. Et oui, donc Afro-Canada, c'était vraiment ce mix-là de plusieurs départements, la formation, la production, la réalisation, le communautarisme, de travailler ensemble, c'est formidable, quoi. Et ça, c'était vraiment ça qui était fondamental parce que Afro-Canada était vraiment l'école dans laquelle on a pu vraiment appliquer toute la période de réflexion qu'on avait avant. Parce que Afro-Canada, les gens voient à l'image ce que c'est, mais nous, ce qu'on voit, c'est la conception même du projet, c'est-à-dire comment les équipes ont été formées, comment les gens sont venus travailler sur ce projet-là et quelle ambiance on tenait à mettre sur le plateau et même au-delà. C'était pour nous fondamental que devant la caméra reflète ce que l'on veut faire. En grosso modo, on ne peut pas être dans une forme de hiérarchisation ou d'exclusion, de discrimination derrière la caméra et prôner une forme d'unité et d'inclusion devant la caméra. Et ça arrive beaucoup plus souvent qu'on ne le croit. Les plateaux de cinéma et de télévision ne sont pas forcément des endroits qui sont forcément accueillants pour quelqu'un qui est plus novice. Et nous, on avait à cœur justement
que des jeunes sœurs, des jeunes frères qui puissent rentrer dans l'art, puissent se sentir vraiment accueillis. C'est ce qu'on a pu réussir en mettant justement beaucoup de gens, notamment des gens qui sortaient de l'école, et puis d'autres personnes qui étaient là dans le métier depuis un moment, mais qui stagnaient à un poste, les mettre justement à un poste au-dessus de ce qu'ils avaient l'habitude d'avoir. Et le rendement a juste été extraordinaire parce que ces gens se sont donnés, parce que pour la première fois, on leur donnait cette chance justement de pouvoir exprimer tout leur talent qui était là et qui sommeillait et qui ruminait, quoi. Et est-ce qu'il y a eu un avant et un après alors? Parce que justement, ma question, elle est portée sur la relève, donc tu fais bien de mentionner ça. Une fois que voilà, que le projet a vu le jour, que ça a été largement vu, quelles ont été les réactions au sein même de la communauté afro et qu'est-ce que vous avez vu depuis en termes de projet, en termes de relève, de tous vos poulains et toutes les personnes qui étaient associées au projet? Ben, je veux juste faire un petit retour en arrière sur la façon de faire, en fait, parce que, tu sais, c'est intéressant et c'est important de se dire diversité, inclusion, équité, etc. Mais les bienfaits, mis à part que it's the right thing to do, sont extraordinaires pour la création et la production. Eric en a un peu touché sur le fait de demander à quelqu'un de donner, je déteste dire donner la chance parce qu'une personne travaille, on lui donne pas la chance, elle va faire son travail puis that's it. Mais d'avoir tous ces gens qui travaillent fort me donne, moi, comme créateur, beaucoup. Me donne plus de sources d'inspiration, plus de créativité, plus de POV sur mon objet, que ça soit de l'Afghanistan, que ça soit de l'expérience d'être une femme ou d'être non-binaire ou d'être afro, tout ça contribue directement à l'œuvre. Donc, j'ai pas juste des techniciens, j'ai pas juste des comptables ou quoi que ce soit. J'ai des gens qui vont prendre de leurs origines, de leur culture, de leurs valeurs et mettre ça directement dans l'œuvre et ça grandit tout. Donc, ça fait en sorte que quand on termine un projet, oui, il est donné au public, mais nous, on a cultivé quelque chose, on a cultivé une façon de faire qu'on amène de projet en projet et ça grandit l'œuvre. Et alors, juste pour rebondir là-dessus, j'ai eu la chance d'assister à un de vos tournages de Carnaval il y a plusieurs mois. Et donc, absolument, cette ambiance, cette communion, ça se sent à tous les niveaux. Et quand on s'est arrêté pour partager un repas ensemble, bah, c'était un traiteur afro. Et pourquoi ça, c'est pas un détail? Pourquoi ça, c'est pas anecdotique? Parce que ça fait partie Bon, d'abord, parce qu'il est très bon, déjà, à la base. Je confirme. Et qui faisait un peu l'unanimité. Il y a même des gens qui ont dit on vient juste pour ça. Donc, on se posait des questions. Mais il est très bon. Et surtout, il nous emmenait tout le monde à voyager. C'est un auteur afro, mais et en plus, qui travaille une forme de fusion des différentes recettes en Afrique. Donc, il amenait à voyager sur des saveurs que même moi me surprenaient, alors que je connais quand même assez bien la culture afro, sans pour avoir pensé que je connais l'exclusivité de l'afro, mais j'ai quand même une bonne connaissance. Mais il m'amenait à voyager parce qu'il faisait des fusions entre justement l'Afrique du Nord et l'Afrique du Sud, par exemple. C'était d'ailleurs actuellement, il est en Afrique du Sud en train de chercher des nouvelles recettes. J'ai l'ai vu il y a quelques jours. Pourquoi ce n'est pas anodin? Parce que justement, ce que Henri a mis en place, et ça, c'était génial, c'est que, autant dans Afro-Canada, mais je dirais aussi déjà à l'époque, lorsqu'il y avait Black Ink, ce qu'il demande, et il en a touché un mot tout à l'heure, mais je voudrais être plus précis, c'est ce qu'il demande à chaque technicien, à chaque personne qui travaille sur le plateau, il dit, je ne veux pas ta technique, ok, il y a 3000 personnes qui font ta technique, ça m'intéresse, mais ce que je veux, c'est qui tu es. Je veux bénéficier de ton expérience, que tu sois une femme, que tu sois... quelle que soit la personne que tu es, que tu amènes ça sur le plateau, et je veux que ça me nourrisse pour pouvoir... Après, je pense qu'il faut quand même une sacrée dose d'humilité pour accepter ça, et puis surtout aussi une dose d'assurance. Parce qu'effectivement, il va agir comme une éponge pour absorber tout ça, et après, au final, c'est lui qui prend la décision de ce qui va ressortir, qui va servir l'histoire. Mais il se trouve qu'on se retrouve avec des histoires qui sont à multicouches. Et ça, pour nous, c'était fondamental. Et le traiteur est dans cette même dynamique. On lui disait, viens avec qui tu es. Il est d'origine congolaise, sa femme est marocaine. Et on tapait des discussions avec eux aussi, pareil. Et sa nourriture était un sujet de discussion
pendant le plateau aussi. Et c'est tout ça qui a créé cette harmonie-là. Et puis, moi, encore aujourd'hui, une des plus belles récompenses que j'ai, au-delà du film en tant que tel, c'est que lorsque je rencontre encore des techniciens dans la rue qui me disent quand tu veux, on retourne parce que cette ambiance-là, ce truc qu'il y avait là, ça fait... Je les passe souvent, quoi. Et une des plus belles preuves, c'est que au sein d'Izanako, on n'avait pas envisagé faire des courts-métrages. Mais cette année, on a produit, je pense, 3 ou 4 courts-métrages, tout simplement avec des gens de l'équipe de Carnaval qui viennent volontairement s'aider les uns les autres pour pouvoir créer quelque chose. Et tout ça, ça naît à un moment donné, les gens sont juste heureux de se retrouver. Et je pense que là, c'est un peu ça l'essence de l'art. On oublie souvent qu'on fait un art qui est un art collectif, qui a besoin des autres fondamentalement. En fait, je me permets juste un parallèle avec le fait, on parle souvent d'être vu, hein, donc se voir à l'écran, mais les personnes qui travaillent pour ces projets-là, eux aussi veulent être vus en fait. Oui. Exactement. Tous les gens derrière la caméra, c'est important qu'ils soient vus aussi. Exactement, on est vu et écouté en fait, c'est ça. J'ai personnellement un rituel, lorsque j'arrive sur le plateau, je salue chaque technicien. Et à un moment donné, une de choses, c'est le régisseur qui me dit « Eric, arrête de me demander comment je vais, parce que j'ai l'impression que je suis en vacances de toute façon sur le plateau. » Qu'un régisseur me dire ça, pour moi, c'est un cadeau. Et c'est pas que des mots, parce qu'à un moment donné, on a eu affaire à l'administration, et on a eu notre acteur principal qui a été bloqué pendant plusieurs semaines en République dominicaine, qui ne pouvait pas venir. Il n'y a pas un seul technicien qui nous a lâchés. Et pourtant, on arrivait à la période où il y avait les grosses productions américaines qui arrivaient et tout. Il n'y a pas un seul technicien qui a dit « Ok, votre histoire là, c'est bien beau là, mais je vais aller faire du vrai cash. » Ils sont tous restés, personne n'a bougé. Et ça, c'est extraordinaire. Et pareil, on a fait la première au TIFF, première mondiale. Il y a une vingtaine de techniciens qui ont fait le chemin pour aller voir cette première au TIFF là-bas. Sur la photo, ils sont tous là. Et ça, pour nous, c'est une récompense merveilleuse. Ça veut dire que, au-delà du film, qui est excellent, ceci étant, au-delà de ça, il y a aussi une histoire humaine qui est là. Et cette histoire, je veux dire, elle continue dans les courts-métrages, elle va continuer dans d'autres longs-métrages qui vont venir. Henri est déjà conseiller à scénarisation sur d'autres plus jeunes qui sont en train d'écrire. Enfin, il y a cette simulation-là, oui, tout à fait. Donc vous êtes revenu avec le prix du meilleur long-métrage BIPOC et une mention honorable pour le meilleur long-métrage canadien. Félicitations. Merci. Super. Justement, sur cette notion de meilleur film BIPOC, j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Est-ce que c'est quelque chose qui apporte une lumière à des œuvres qui auraient peut-être pu passer un peu plus inaperçues? Est-ce que ça nous condamne à rester dans une catégorie à part? Est-ce que c'est un mal nécessaire? Comment est-ce que vous voyez ça? Je vais commencer, tu poursuivras? Vas-y. Je trouve ça très, très, très important. Cette reconnaissance-là, j'en suis ravi, je suis très reconnaissant. Et je trouve que cette catégorie-là doit demeurer. C'est une action très importante de mettre ce focus-là sur les gens sous-représentés. Sous-représentés ne veut pas dire qu'on n'est pas beaucoup. C'est une des choses que je voulais dire en prenant le prix, c'est qu'on est plusieurs, on a d'énormes voix, etc. Maintenant, je crois que c'est une catégorie, pas fourre-tout, mais entre courts-métrages, séries, etc. On y met tout parce que on n'est pas nombreux. Donc, c'est important de... Oui, avoir un gagnant, mais c'est tout le processus aussi. Qui sont les gens, quel genre d'accès ils ont au milieu, parce que c'est ça, c'est de vivre de son métier dont on veut. Après ça, c'est sûr que la mention honorable pour le meilleur film canadien, là, tu fais, bon, OK, c'est pas juste le meilleur des Noirs, c'est que, tu comprends? C'est bien aussi, mais les deux sont importants. J'ai moins besoin de cette reconnaissance-là, mais j'ai besoin que le milieu fasse ils sont là au pluriel et ils ont des trucs à dire. Parce que parfois, c'est le milieu aussi qui fait son travail en ayant ces catégories-là et en nommant certaines personnes. C'est eux aussi, ils font leur propre homework un peu. Ils font leur propre homework. Maintenant, je pense que le TIFF là-dessus est en avance.
Moi, je veux juste faire attention aux institutions, c'est-à-dire que des fois, on peut dire, ah, on a tel prix, donc on est dégagé, etc., mais on ne fait pas le travail d'amener et de changer l'écosystème. C'est ça qui est important pour moi, c'est de changer l'écosystème pour que toutes les voix soient vraiment entendues. Après, lorsqu'on a ce prix-là, effectivement, on se dit, pour avoir participé à des jurys, je sais qu'à un moment donné, il va falloir trancher, à un moment donné, faut essayer de voir, et on peut pas s'empêcher de se poser la question en disant, malgré tout le bien qu'on pense de ce prix-là, on se dit, OK, quelle aurait été la carrière du film si ce prix-là n'existait pas? Voilà. C'est la question qui moi me trotte dans la tête, mais peut-être qu'on aura cette réponse-là dans d'autres festivals ou dans d'autres choses, parce qu'effectivement tous les festivals ne sont pas dotés du prix BIPOC, mais n'empêche que oui, effectivement, on a ce prix BIPOC et on est super ravis de l'avoir parce que on fait partie des gens qui ont milité pour avoir cette reconnaissance-là, de dire je existe. Et effectivement, comme dit Henri, je pense que c'est fondamental que ça soit pris comme quelque chose à encourager les institutions qui, par des systèmes, mettent en place des financements spécifiques pour justement des producteurs et des réalisateurs BIPOC, parce que justement, pour pallier justement à ce départ tardif dans le paysage audiovisuel, l'équité voudrait qu'effectivement, on puisse pouvoir mettre en place des dispositifs qui font qu'ils puissent avoir accès à ces fonds-là. Donc ça, ce serait pour les encourager à en faire encore plus. Et puis dire justement, c'est un peu cette pression que l'on avait, parce que depuis que ces programmes ont été mis en place, je pense que ça doit être le premier film fait par des producteurs afro, avec un réalisateur afro, avec un casting afro aussi. Est-ce que on avait presque l'obligation de réussir? Parce que sinon, on aurait donné raison à tous les gens qui disaient, mais vous voyez bien qu'ils sont pas capables de faire ça et que ce serait... Ou pas prêt, ça revient souvent. Pas prêt, mais ça, c'est quand ils sont gentils. Parce que pas prêt, ça veut dire que tu peux être prêt dans 10, 15 ans, 20 ans, mais sinon, c'est que, non, mais laissez faire. Nous, on sait comment faire. Nous, on a l'habitude de faire ça. Et donc, on va faire pour eux. Amenez-les et puis on va faire avec eux. Après, c'est rien de nouveau. On a dit la même chose lorsque les femmes ont décidé, quand les femmes ont décidé d'avoir plus de visibilité, on a dit la même chose en disant, elles sont pas prêtes. On va faire pour elles, ou on va les accompagner par rapport à ça. Et aujourd'hui, on se rend compte que dans la cinématographie québécoise, en tout cas, beaucoup de réalisatrices brillent à l'international, et énormément et de belle manière. Et n'ont pas besoin d'être mis dans une position d'apprentissage. D'apprentissage, tout à fait. D'avoir un senior au-dessus d'elle pour qu'elle soit capable de l'accompagner à un moment donné. C'est ça, c'est vraiment cette démarche-là qui amène ce prix-là. Et puis, ce qui nous a le plus fait plaisir aussi, au-delà de ce prix en tant que tel et de cette reconnaissance-là, c'est avant tout la reconnaissance qu'on a eue par rapport au public. C'est-à-dire lorsqu'il y a des gens qui se lèvent dans la salle et puis qui disent merci parce que j'ai 35 ans, j'ai 47 ans, et c'est la première fois que je me vois, moi, avec mon fils à l'écran, cette relation que l'on a, c'est la première fois que je vois ça. On se dit, OK, on n'a pas fait ça pour rien. Et justement, Carnaval, c'est un récit qui nous fait voyager entre Haïti, le Québec, inspiré de ton histoire, Henri. À quel point, justement, donc ça parle d'ici et d'ailleurs, et souvent, on peut avoir l'impression qu'on a surtout envie qu'on nous parle d'ici. L'ailleurs, ça intéresse un peu moins. Mais l'un n'existe pas sans l'autre. Et dans une province où il y a plus d'1 million de personnes qui ont des histoires et des racines ailleurs, ça ne correspond plus trop à la réalité. À quel point c'est des choses qui commencent à changer vraiment dans le positif là. Est-ce que vous voyez cette écoute vers d'autres horizons, d'autres histoires, d'autres manières de raconter? Est-ce qu'on est bien parti là? C'est dur encore à répondre en ce moment, ça. Je ne sais pas. On est comme dans le milieu ou dans le début de quelque chose. On aura au fur et à mesure des résultats. C'est bien beau avoir des sondages des différents fonds, etc. Puis c'est à l'interne, mais les vrais sondages seront quand les films seront disponibles.
les nouveaux spectateurs aussi, le nouveau public. C'est ça aussi qu'on essaie de faire, c'est d'amener un nouveau public en ce moment, parce que là, le public du cinéma québécois se rétrécit de plus en plus, il vieillit, les plateformes prennent la place, donc c'est ça le vrai résultat, donc il est encore trop tôt. Maintenant, c'est comme ma job comme auteur, comme réalisateur, je crois, je peux pas trop me préoccuper de ces affaires-là. Je dois crier, je dois dire qui je suis, voici mon expérience, et bien sûr m'assurer de le mettre dans des histoires qui seront consommées par nos gens, puis on souhaite qu'on soit nombreux comme ça, puis on change cette façon de faire-là. Donc, il faut continuer de crier, mais crier dans le sens dire qui je suis, et fièrement, et avec tous ces travers aussi. C'est ça qui est formidable, c'est vraiment d'observer tous les travers de toutes ces origines différentes-là, les mettre sur la table. En tout cas, moi, c'est ma préoccupation. Donc, c'est de demeurer dans le moment présent et de regarder. Maintenant, plus à long terme, si les choses vont bien ou pas, toi, tu as une opinion là-dessus? Bah ouais, je pense qu'il est fondamental de démultiplier les récits. C'est vraiment, il y a que ça qui, pour moi, peut sauver notre cinéma, en fait. Il faut démultiplier les récits et ne pas laisser, justement, à Hollywood le soin de définir qui nous sommes. Parce que c'est ça qui est en jeu, en fait. C'est-à-dire que si nos communautés et toutes les autres qui sont là ne sont pas représentées dans le paysage cinématographique québécois, ils vont se tourner vers l'extérieur parce qu'aujourd'hui, effectivement, notamment sur notre voisin du Sud, aux États-Unis, la représentativité des Afros sur le grand écran est quelque chose qui est acquise. Elle est présente, elle est bankable même. C'est même plus qu'elle est présente, elle est bankable. Et si effectivement toute la population ici ne se reconnaît pas ici dans l'écran, ils vont juste se tourner de l'autre sur le voisin. Et puis, ils vont regarder ce qui va se passer là-bas. Et ça, c'est des gens que l'on perd, mais on les perd maintenant, mais on les perd sur 3, 4, 5 générations. On fait quoi avec ça? Pour moi, c'est d'utilité publique de pouvoir faire en sorte de démultiplier les récits pour que les gens puissent se reconnaître à l'écran et évoluer en se disant « Ok, j'appartiens à ce monde-là, j'appartiens à cette société-là parce que je me vois aussi dans les écrans. Mhm. » Et que les gens se reconnaissent. C'est très intéressant de mettre une histoire d'un fils et de sa mère à Jacmel dans les années 75 et d'avoir une femme de Longueuil, 45 ans, avec sa fille de 17, qui se reconnaît dans cette histoire-là. Elle se reconnaît dans cette histoire-là, pas parce que c'est universel, bien au contraire. C'est très spécifique à la culture haïtienne. Mais c'est là qu'on voit qu'il y a une haïtienne dans chacune d'entre vous. Ah oui. Tu vois? Ouais, Et ouais. moi, j'y crois ça. Je crois que le joual est une espèce de créole en quelque sorte. Il y a eu ce travail-là du français. Donc, ce lien-là de démocratiser la révolution tranquille du Québec. Il y a des liens spécifiques avec la révolution sanglante d'Haïti, tu vois. Mais c'est ça qu'on dit se reconnaître. C'est pas juste que les nôtres vont se reconnaître dans nos récits. C'est que toute personne va faire « Mon Dieu, j'avais jamais vu ma vie de cette façon-là. Ça a tellement rapport, même si je suis à cette île et elle vient de l'Écaille, en Haïti. » Ben, oui, parce que on avait discuté précédemment dans une autre interview pour Futur et Média et tu m'avais dit je veux créer pour les miens et avec les miens. Et justement, je ferais quoi à ce que tu dis? Le storytelling afro-québécois, Oui. où est-ce qu'il en est aujourd'hui? Ben moi, je trouve qu'il va vraiment bien. Je trouve ça super intéressant. Petite anecdote, cette histoire de Encre Noire, donc d'amener des gens qui ont beaucoup d'expérience ou peu d'expérience à faire leur premier ou deuxième ou troisième court-métrage. L'idée, c'était juste d'écrire, faire un petit kino, that's it, that's all. Et finalement, on a eu 9 courts-métrages de 10 à 15 minutes. Et puis le thème, c'est simplement, ben, vous vous racontez,
on a obtenu de l'argent parce que c'était pour combattre le racisme, mais à vous de me dire c'est quoi, d'avoir 10 ou 9 récits complètement différents entre l'afrofuturisme, entre du womanism qui est vraiment ce féminisme afro-millennial, débile, que ce soit sur une histoire sur le métissage ou l'intégration, film d'horreur, intrigue. David Lynch peut se tasser. Tu sais, j'exagère là, mais je m'attendais à faire « Ah, ça sera peut-être similaire », mais finalement, non, une grande diversité dans un petit programme comme ça. Donc non, ce sont juste des gens qui travaillent bien ensemble, ils sont dégourdis et ils sont prêts à creuser, en fait, d'où ils viennent. En fait, ce qu'on essaie de mettre en place, quelles que soient les personnes qui viennent nous voir, en fait, pour parler d'un projet, c'est aller, et puis c'est ça que Henri dit quand il dit qu'à un moment donné, on touche quelque chose, et on touche à l'universel, c'est l'authenticité, en fait. Et ça, je crois profondément que lorsqu'on touche à une forme d'authenticité, à partir de ce moment-là, alors, et l'authenticité, elle est très spécifique à chaque personne. Mais paradoxalement, en creusant le plus cette authenticité-là, on devient universel. Il nous arrive souvent, lorsque des personnes nous amènent des projets, de discuter avec eux et de les amener à déconstruire ce qu'ils croient être normal ou bankable ou ce qui pourrait fitter avec l'environnement. Et tout le discours, c'est de leur dire, OK, là, ce qu'on va faire, on va mettre une safe place là. Tu peux dire qui tu es, personne ne va te juger. Et là, à partir de là, lorsque vous arrivez à briser cette glace-là, les gens commencent à se confier petit à petit et puis on arrive à toucher ce qu'on appelle l'authenticité. À un moment donné, on arrive de près à ce qui est, pour moi, le plus petit dénominateur commun qui fait que, effectivement, à un moment donné, c'est plus une question de qui tu es, d'où tu viens et tout, mais tu as touché à ce qui fait qu'on est tous plus ou moins liés d'une manière ou d'une autre, tu vois. Mais en même temps, ça fait un petit peu chier tout ça parce que, tu sais, Michel Tremblay, les années 60, 70, 80, son théâtre est incroyable. Il est traduit dans 55 langues ou même plus. S'il y a quelqu'un qui est tellement spécifique par rapport à ses situations dramatiques et ses personnages, c'est le monde du plateau de Michel Tremblay. Exact. Et puis donc, c'est une façon québécoise de faire depuis toujours. Tout à fait, qui s'est perdu un peu. Qui s'est perdu ou qui ne s'applique pas à nous. C'est ça. La question. Donc, on a l'impression qu'on est en train d'inventer des affaires, que c'est pas comme ça qu'on est universel, on est plutôt, faut être creusé dans qui on est, mais c'est Tremblay le fait tout le temps. Et puis, voir les belles-sœurs en russe ou en hongrois, ou on dirait que c'est eux qui l'ont inventé, parce que c'est spécifique, puis ils ont trouvé une façon de le faire. En tout cas, on peut en parler longtemps, là, mais tu sais, on fait quelque chose qui est tout à fait naturel. On se rend compte, on est des artisans, on creuse. On veut pas de facilité. On creuse dans qui on est, et puis on ose mettre nos tripes sur la table pour que ça crée des récits afin de, en fait, changer le monde. Est-ce que je peux vous demander quel est votre prochain projet ensemble? C'est les Belles-Sœurs version haïtienne ou... Ouais, c'est ça. Non, mais en fait, Ou vos projets d'ailleurs. Oui, c'est ça, mais on évite un peu de parler de nos projets, dans le sens où, justement, c'est ça, c'est toujours cette envie de mettre des safe places en place où les gens peuvent se confier et ne pas les exposer trop tôt, en tout cas à la lumière, pour éviter qu'ils se brûlent. Mais rassurez-moi, votre collaboration va perdurer. Il y a beaucoup de projets en route, justement, oui, mais bon, voilà, ça dépend. Je sais pas, peut-être qu'après ce film... En fait, ce que j'ai dit à Henri quand je l'ai rencontré, j'ai dit, en fait, si je fais bien mon boulot, après ce film, j'aurais plus les moyens de te payer. Voilà, c'est ce que je lui ai dit. Donc, quelque part, si je le paye encore, c'est que j'aurais raté quelque chose quelque part, parce que normalement, il devrait être hors de prix. Voilà. Et ça s'en va vers. C'est ça. Et moi, je l'aime. C'est ça. C'est ça que tu veux me dire, dans le fond? Moi, je t'aime et je veux travailler encore avec lui. Non, mais travailler avec Éric, c'est... on a quelque chose, là, tu sais, c'est un frère. C'est un frère et on apprend l'un de l'autre. Et puis c'est tout. Je vais dire quelque chose qui pour moi est fondamental. Je savais parler de la réaction avec le public et tout. Avant qu'on aille en le premier repérage,
On venait d'avoir de l'argent, on avait de l'argent pour écrire le scénario. On avait eu de la Sodec et on avait eu le fonds Harold Greenberg qui n'existe plus malheureusement. Et on devait partir en Haïti. Avant de partir en Haïti, on est parti. Henri m'a fait l'honneur d'accepter que j'aille rencontrer sa mère. On est parti chez sa mère. Et avant qu'on fasse quoi que ce soit, pour moi, il fallait que j'aie sa bénédiction. Donc on est parti là-bas et j'ai eu sa bénédiction. Et donc j'ai pu emmener son petit gars en Haïti. Et lorsqu'on a fini le film, lui comme moi, on savait très bien que ce film sera fini quand elle le verrait et qu'elle nous redonnera sa bénédiction. Donc avant que qui que ce soit voit le film, en fait, c'est la maman d'Henri qui a vu le film. Et sa maman est âgée, donc on était aussi dans une forme d'urgence de pouvoir faire ce film, qu'elle le voit en toute possession de ses moyens et tout ça et tout. C'était aussi un challenge pour nous, qui n'est pas forcément le même calendrier que les institutions, on s'entend. Mais en tout cas, c'était important. Et lorsque il est parti, et puis moi je ne pouvais pas assister à ça et je ne voulais pas assister à ça parce que la pression là, elle était énorme. Sa maman l'a vu, et je sais que la pression était énorme pour lui aussi. Sa maman l'a vu, il m'a juste envoyé un message en disant, elle a dit de dire à ton amie qu'elle est contente. Et là, à partir de ce moment-là, j'ai dit, ok, ça y est, le boulot il est fait. Ouais, la boucle est bouclée. Oui, c'était fondamental. Et c'est ça que je vais garder de ce film en fait. C'est ça, parce que la promesse, bien que nous ça a marché, mais la promesse on l'a faite à quelqu'un d'autre avant. Ouais. Merci pour ce partage. Je suis vraiment contente de vous recevoir aujourd'hui. Merci beaucoup et bonne continuation pour tous les projets. On a hâte d'en entendre un peu plus. Merci. Merci. Merci.